Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Nel TV International avec les nouvelles les plus récentes puisque vous êtes au cœur de l'actualité. Tout de suite, on commence avec Gaza où des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés sont en route pour rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Un déplacement qui survient après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de 6 autres otages. Cette avancée préserve le cessez-le-feu fragile visant à mettre fin à terme à plus de 15 mois de guerre qui ont dévasté la bande de Gaza et déplacé la quasi-totalité de ses 2,4 millions d'habitants. Les détails dans ce compte-rendu. Des images montrent un flot ininterrompu de Gazaouis, hommes, femmes et enfants, marchant chargés de bagages ou poussant des chariots sur l'artère côtière vers le nord du territoire palestinien. Les véhicules, dont de longues files patientes à l'approche du point de passage, doivent emprunter un autre axe, plus à l'est du territoire. Selon un responsable de la sécurité des autorités du Hamas, plus de 200 000 déplacés étaient passés au nord 2 heures après l'ouverture à 5 heures GMT du passage pour les piétons. Des foules de déplacés s'étaient mises en route dès le week-end, mais pour se heurter au refus israélien de les laisser passer via le corridor de Netzarim qui coupe le territoire en deux au sud de la ville de Gaza. Israël avait justifié ce blocage par la non-libération d'une civile captive à Gaza, Arbel Yehoud, et l'absence d'une liste recensant les morts ou vivants parmi les 87 otages encore à Gaza, dont 34 déclarés morts par l'armée. Dimanche soir, un règlement a été trouvé, le Hamas s'engageant à libérer 3 otages jeudi, dont Arbel Yehoud, 29 ans, et Agam Berger, 20 ans, enlevés alors qu'elle effectuait son service militaire près de Gaza. 3 autres captifs à Gaza doivent rentrer chez eux samedi comme prévu par l'accord de trêve en échange de prisonniers palestiniens. Le gouvernement israélien a par ailleurs annoncé lundi que 8 des otages retenus captifs dans la bande de Gaza qui doivent être libérés dans les prochaines semaines dans la première phase de l'accord de trêve étaient morts. La première phase de l'accord de cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier doit durer 6 semaines et permettre la libération au total de 33 otages retenus à Gaza contre quelques 1900 prisonniers palestiniens. Dans le deuxième échange survenu durant cette trêve, 4 soldats israéliens ont été libérés samedi par le mouvement palestinien contre 200 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Pendant cette première phase doivent être négociées les modalités de la deuxième qui doit permettre la libération des derniers otages et conduire à la fin définitive de la guerre. La dernière étape doit porter sur la reconstruction de Gaza, dont de 65 à 70% du bâti, incluant la quasi-totalité des écoles et hôpitaux, a été détruit ou endommagé selon l'ONU et la restitution des corps des otages morts en captivité. Le ministère des Affaires étrangères a souligné l'engagement de l'Égypte aux constantes et aux principes d'un règlement politique de la cause palestinienne. Dans un communiqué relié dimanche, la diplomatie égyptienne a averti que tout retard de la résolution de cette question axiale au Proche-Orient continuerait de saper la stabilité dans la région. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que le Caire poursuivait son soutien à la résidence du peuple palestinien, à ses droits légitimes sur ses territoires, aux principes du droit international et du droit humanitaire international. Ce communiqué est venu sceller le rejet catégorique de l'Égypte de toute atteinte aux droits des Palestiniens, soit à travers la poursuite de la construction des colonies, l'annexion des terrains ou la déportation forcée des Palestiniens hors de leur territoire, ce qui menace la stabilité dans la région toute entière, contribue à l'extension du conflit et avorte toute tentative pour établir la coexistence pacifique. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé la communauté internationale à conjuguer les efforts pour mettre en exécution la solution à 2 États et la création d'un État palestinien indépendant aux frontières 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale.
Passons au Liban, où des habitants du sud du pays tentent de revenir dans leur village frontalier sous la protection de l'armée libanaise. Ceci intervient au lendemain de la mort de 24 d'entre eux par des tirs israéliens. Hier soir, un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël a été prolongé jusqu'au 18 février, puisqu'Israël n'avait pas retiré ses troupes du sud du pays à la date limite du 26 janvier comme prévu. Les détails dans ce commentaire signé Ilham Hassin. Des centaines d'habitants avaient bravé dimanche l'armée israélienne pour tenter de retourner dans leur village dévasté sans attendre le retrait d'Israël. La guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël avait fait plus de 4000 morts selon les autorités libanaises et contraint plus de 900 000 personnes à l'exode au Liban. Lundi matin, un correspondant de l'AFP a vu des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants brandissant des drapeaux du Hezbollah massés derrière un remblai de sable en attendant d'entrer dans leur village de Kfar Kila où l'armée israélienne est encore déployée. Selon l'Agence nationale d'information ANI, l'armée libanaise a acheminé lundi des renforts aux abords du village de Maïs al-Jabal, aux entrées duquel des habitants se sont massés. Elle a affirmé que l'armée israélienne avait ouvert le feu en direction de l'armée libanaise dans ce secteur. 2 personnes tentant de revenir dans le village de Bani Hayyan ont été blessées lundi par des tirs israéliens, a indiqué le ministère de la Santé qui a porté à 24 morts le bilan des victimes de la veille. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Afichai Adalai, a de nouveau appelé lundi sur X les habitants du Sud à attendre avant de revenir. Dans le village voisin de Houlal, des habitants sont entrés après le déploiement de l'armée dans plusieurs quartiers, a ajouté Lani. L'armée qui se redéploie au fur et à mesure qu'Israël se retire avait annoncé dimanche soir qu'elle continuait d'accompagner les habitants rentrant dans leur foyer pour les protéger face aux attaques israéliennes. Dans ce contexte, le ministère libanais de la Santé a indiqué que des tirs de l'armée israélienne avaient fait un mort et 7 blessés aujourd'hui dans le sud du pays au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Les attaques de l'ennemi israélien contre des citoyens qui tentaient de revenir dans leur village encore sous occupation ont fait un mort et 7 blessés, parmi lesquels un enfant. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. De retour en Égypte, où la 8e conférence de haut niveau des cours constitutionnelles des suprêmes africaines a débuté ce lundi au Caire et se poursuivra jusqu'au mardi 28 janvier. Dans son allocution, le président de la Cour constitutionnelle, le suprême Boulos Fahmy, a souligné que cette conférence est un droit constitutionnel. La préambule de la Constitution de 2014 est son premier article affirmant l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique. Il a expliqué que la direction politique en Égypte s'était donc engagée à l'activer, car la Constitution considère l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique comme partie intégrante de sa sécurité nationale. Le conseiller a rappelé que l'idée de l'organisation de cette conférence remonte à 2016. Elle a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour renforcer la coopération entre les États africains dans le domaine juridique. Le conseiller Adnan Fangari, ministre de la Justice, a prononcé un discours au nom du Premier ministre Mostafa Madbouli. Il a souligné l'importance de ce rassemblement consacré à la discussion des questions constitutionnelles et juridiques, échanger des idées, des visions et des expériences entre les institutions constitutionnelles du continent africain et promouvoir les valeurs et les principes constitutionnels qui protégeront les droits et libertés en Afrique. On passe au dossier de la guerre en Ukraine, où le ministère russe de la Défense a affirmé aujourd'hui avoir repris un village de la région de Koursk que les troupes ukrainiennes avaient conquis lors de leur offensive en Russie. L'été dernier, le ministère a déclaré dans un communiqué que ses soldats avaient libéré Nikolaev-Darino, petit village frontalier de l'Ukraine. Voici un commentaire.
L'Ukraine avait lancé début août une offensive surprise et affirme contrôler plusieurs centaines de kilomètres carrés de la région de Koursk. Cette position pourrait servir de monnaie d'échange en vue d'éventuelles négociations de paix, alors que l'armée ukrainienne est en revanche en difficulté sur son propre territoire. La Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Koursk et y a mobilisé, selon Séoul, Kiev et Washington, des milliers de soldats nord-coréens. Les autorités russes s'attachent depuis le début de l'offensive en Ukraine de février 2022 a montré que celle-ci n'a pas d'incidence sur le quotidien des Russes malgré les frappes aériennes ou l'inflation galopante. Vladimir Poutine avait admis en décembre qu'il ne savait pas quand ses troupes réussiraient à chasser les soldats ukrainiens de la région de Koursk, tout en assurant qu'ils finiraient par les mettre en échec. Le sort des civils russes se trouvant dans la zone occupée par l'Ukraine a récemment créé une vague de critiques des autorités qui, bien que modestes, reste un fait très rare en Russie. Certains de leurs proches se sont mobilisés ces dernières semaines pour demander leur retour, partageant un message sur les réseaux sociaux. Quelques dizaines de proches inquiets et d'habitants déjà évacués de la zone avaient aussi organisé mi-janvier une manifestation devant le siège du gouverneur de la région de Koursk. Le porte-parole du commandement des forces ukrainiennes de la région a estimé que 2000 civils se trouvaient encore dans la zone occupée, soulignant que les combats rendent tout recensement difficile. Un responsable de la région russe de Koursk a affirmé la semaine dernière que les autorités menaient un travail constant pour le retour. Sur un autre plan, un accord a été conclu aujourd'hui entre les États membres de l'Union européenne pour renouveler les sanctions contre la Russie mises en place depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. La Hongrie a levé son blocage à la reconduction de ces sanctions lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Le Premier ministre hongrois a déjà menacé plusieurs fois de s'opposer au renouvellement de sanctions nécessaires tous les 6 mois avant de finalement les approuver. L'Union européenne a déjà imposé 15 salves de sanctions depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, mais ces sanctions expiraient le 31 janvier et la décision de les reconduire devait être prise par l'unanimité. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a été réélu pour 5 ans avec 87,6% des voix, selon un sondage officiel à la sortie des bureaux de vote. La chef de file de l'opposition, Svetlana Tikhonovskaya, forcée à l'exil et dont le mari est emprisonné dans le pays, a de son côté dénoncé depuis Varsovie une farce, qualifiant le dirigeant de criminel et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques. L'Union européenne et des ONG de défense des droits humains ont également qualifié cette élection de mise en scène, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, estimant que M. Loukachenko n'avait aucune légitimité selon ses propres. Le président américain Donald Trump a suspendu hier soir sa menace d'imposer une série de sanctions contre la Colombie. La Maison-Blanche assurant que Bogota avait accepté ces conditions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. Un commentaire de Jehan Fawzi et Ilham Hassine. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis, y compris à bord d'avions militaires américains sans limitation ni délai, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Sur la base de cet accord, les tarifs et sanctions entièrement rédigés seront mis en réserve et ne seront pas signés à moins que la Colombie n'honore pas cet accord, a mis en garde la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dans ce communiqué. Ce revirement intervient après une escalade spectaculaire entre les deux pays, Washington s'emportant contre la décision de Bogota de refouler des avions militaires transportant des immigrés expulsés par les États-Unis. Le président colombien de gauche, Gustavo Petro, avait fait savoir sur X qu'un migrant n'est pas un criminel et doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite.
Dimanche soir, Bogota a aussitôt affirmé que l'impasse avec les États-Unis a été surmontée, selon le ministre des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo. La présidence colombienne avait déclaré plus tôt qu'elle allait envoyer son avion pour faciliter le retour dans la dignité des ressortissants qui devaient arriver dans le pays ce matin par des vols d'expulsion. Le train de sanctions américaines comporte également une interdiction d'entrée aux États-Unis et une révocation des visas pour les responsables du gouvernement colombien, ses alliés et ses partisans, ainsi que des inspections renforcées à l'entrée pour tous les ressortissants colombiens et les marchandises en provenance de ce pays, a précisé le département d'État. Et à la une de notre page sportive, le handball logique vainqueur du Cap-Vert dimanche à Zagreb 31-24. L'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial et affrontera l'équipe de France mardi dans la capitale croate. Les détails dans ce compte rendu. Qualifiée depuis 3 jours pour les quarts de finale du championnat du monde, l'équipe de France connaît enfin son adversaire. C'est l'Égypte qui se dressera devant elle mardi à Zagreb. Les Pharaons ont validé leur billet ce dimanche en dominant sans difficulté le Cap-Vert 31-24 dans la capitale croate pour leur dernier match du tour principal. Si elle n'a plus atteint le dernier carré du mondial depuis l'édition 2001 en France, 4e place, l'Égypte s'annonce comme un adversaire redoutable, très complet, avec de nombreux joueurs évoluant en Europe, dont 4 dans le championnat de France. Eux aussi restent sur une grosse déception aux Jeux Olympiques de Paris, éliminés d'un souffle en quart de finale par l'Espagne, 28-29 après prolongation. En phase de groupe, les champions d'Afrique étaient passés tout près de faire chuter les Bleus, rejoints à la dernière seconde sur un but de Ludovic Fabregas 26-26. Dans ce mondial, ils ont remporté 5 matchs sur 6, assommant notamment la Croatie chez elle 24-28 pour une défaite contre l'Islande 24-27. Passons au football dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Égypte de football. Zamalek a dominé l'équipe d'Al-Gouna 4-1 au stade du Caire. Grâce à ce résultat, Zamalek occupe la 2e place du classement avec 20 points avant Al-Ahli qui a fait un match nul derrière 2-2 face à FC Pyramids dans une rencontre pleine de rebondissements hier. Les Pyramides ont ouvert le score à la 18e minute. But signé Rami Rabia contre son camp, réduit à 10 après l'expulsion du milieu Ahmed Tawfi à la 40e minute. Les Pyramides ont doublé la mise à la 50e minute grâce à un pénalty de Mustafa Fathi. Al-Ahli a rapidement réagi avec 2 buts de Rami Rabia et le nouveau Slovénien Gradichar aux 52e et 54e minutes respectivement. La controverse est survenue à la 88e minute lorsque Al-Ahli a manqué un penalty et même Achour frappant la barre transversale. Ce résultat maintient Pyramids en tête du classement avec 21 points. De l'invincibilité de Jannik Sinner aux limites d'Iga Swiatek, en passant par la consécration tardive de Madison Keys et les doutes autour de la course au record de Novak Djokovic, le point sur les principaux enseignements de l'Open d'Australie, premier tournoi majeur de l'année conclu dimanche. Un commentaire. Vainqueur en 3-7 et sans concéder la moindre balle de break en finale contre Alexandre Zverev, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a remporté un 3e titre du Grand Chelem sur dur d'affilée, Open d'Australie 2024 et 2025, US Open 2024. Ni l'affaire de dopage dans laquelle il est empêtré depuis mars 2024, ni son coup de chaud en 8e de finale contre Holger Rune n'auront empêché l'Italien de 23 ans d'écraser la concurrence à Melbourne.
Zverev a lui subi dimanche une troisième défaite en automne de finale en Grand Chelem. L'Allemand de 27 ans ne veut pas achever sa carrière comme le meilleur joueur et à n'avoir jamais remporté de Grand Chelem. Le Serbe Novak Djokovic était arrivé à Melbourne avec la volonté de décrocher un 25e titre record en Grand Chelem. La victoire du champion serbe en quart de finale contre Carlos Alcaraz aura à la fois montré qu'il était toujours capable de battre les meilleurs et souligné le ton qui passe, puisque Djokovic s'est blessé à la cuisse gauche, contraint à l'abandon après avoir perdu le premier set contre Zverev en demi-finale. L'ex numéro 1 mondial avait déjà dû déclarer forfait avant son quart à Roland-Garros en 2024. Blessé alors au genou droit et opéré du ménisque dans la foulée. Présenté comme une future star à 14 ans, Madison Keys aurait dû attendre ses 29 ans pour décrocher enfin un trophée du Grand Chelem. 14e mondial avant le tournoi, 7e depuis lundi, l'américaine au jeu puissant a surpris la Bélarusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, qui visait un 3e titre d'affilée à Melbourne. Impitoyable en début de tournoi, la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek, a connu une nouvelle désillusion à Melbourne en se faisant battre en demi-finale par Keys. Et enfin, c'est le nouvel an chinois, vietnamien, coréen, singapourien, malaisien, indonésien et philippin, plus communément appelé nouvel an lunaire, tombe cette année le mercredi 29 janvier 2025. On célébrera cette année l'année du serpent. Regardons comment on célèbre cette fête au Vietnam. La fête du Tet au Vietnam, connue localement sous le nom de Tet Nguyen Dan, est l'une des fêtes les plus importantes et les plus célébrées. Les Vietnamiens célèbrent également le Nouvel An occidental au Tet Tai, mais le Nouvel An lunaire est beaucoup plus important. Le Tet Nguyen Dan marque le début de la nouvelle année lunaire et rassemble les familles et les communautés pour prendre un nouveau départ, exprimer leur gratitude envers les ancêtres et souhaiter un avenir prospère. En effet, le Nouvel An lunaire vietnamien est la fête la plus importante du Vietnam. Il est célébré le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. En 2025, le Nouvel An lunaire vietnamien aura lieu du mercredi 29 janvier au samedi 1er février, marquant le début de l'année du serpent. Toutefois, en réalité, les activités de célébration du Tet commencent souvent plusieurs semaines avant la date officielle, car la plupart des familles se préparent à accueillir la nouvelle année. Le calendrier lunaire vietnamien fonctionne sur un cycle de 12 ans, chaque année étant associée à un animal. 2025 sera l'année du serpent. Le serpent se révèle l'animal le plus énigmatique parmi les 12 animaux zodiacaux, symbolise la sagesse. Les personnes nées dans une année du serpent sont réputées pour leur perspicacité. Dans les jours précédant le Nouvel An lunaire, les gens participent à toute une série d'activités dans un esprit de renouveau et de prospérité. Les semaines précédant le Tet, les ménages vietnamiens nettoient soigneusement leurs maisons. En plus du ménage, les Vietnamiens décorent leurs maisons et leurs bureaux. Une tradition unique au Tet consiste à échanger de nouveaux billets de banque. Une autre tradition consiste à acheter du sel le premier jour du Tet. Dans de nombreux pays, dont le Vietnam, le sel est associé à l'idée de préserver la chance et d'éloigner les mauvais esprits. Les gens achètent donc du sel au début de l'année en espérant que leur famille restera proche et s'entendra bien. Mesdames et messieurs, c'était la fin de nos actualités. Je vous laisse avec mon collègue Ashraf Massoud et un nouvel épisode du programme direct. Merci pour votre attention.